Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Cet été, nous vous proposons des hors-séries basées sur les nombreux témoignages que nous avons enregistrés depuis 3 ans. Et oui, on a fêté le 100e épisode il y a 2 semaines, autant dire que ça fait pas mal de voyages tout ça. Pour ce premier hors-série de l'été, on va aborder le sujet des voyages en camping-car. Depuis 3 ans, nous avons reçu au micro de Parents Voyageurs plusieurs familles adeptes du voyage en camping-car. J'ai donc réécouté ces épisodes pour en tirer les extraits les plus concrets. Comment prépare-t-on un voyage en camping-car ? Comment se passe le quotidien à bord ? Avec des tout-petits ou avec des ados ? Comment gérer la promiscuité, les heures de route ? Comment trouver des spots où dormir ? Bref, du pratico-pratique. On commence tout de suite avec le témoignage de Jonathan et Stéphanie, alias Yo-Yo et ses 4 aventuriers. Ils nous parlent de la préparation d'un voyage d'1 an en camping-car. Jonathan a toujours aimé voyager et il a regardé beaucoup de reportages sur des familles qui partent au long cours, en camping-car ou pas d'ailleurs. Et de fil en aiguille, l'idée d'un voyage au long cours a également séduit Stéphanie, et ils se sont dit, pourquoi pas nous ? Pourquoi avoir opté pour un camping-car ? Avaient-ils testé la van life avant le départ ? Quelle était leur plus grande crainte liée à ce mode de voyage ? Émilie les interroge sur le délai de réflexion qu'il y a eu entre le moment où ils ont visionné des reportages, l'envie d'un voyage qui est né, et la décision de l'achat du camping-car. Il s'est passé combien de temps entre le moment où tu as vu ces familles et que tu t'es dit: «Mais pourquoi pas nous?» et le moment où vous avez acheté le camping-car, en gros? Il s'est passé 1 an, on va dire. Ouais. 1 an. Après, le camping-car, ça a émergé bien avant parce que, en fait, on avait loué un camping-car pour un été. Il n'y avait pas encore le Evan qui était né, il n'y avait que Luca qui avait 1 an. Et on a loué un camping-car pendant 2 semaines, on a fait la côte basque avec. Et franchement, on est tombé amoureux. Ouais, ce voilà. mode On s'est dit, mais c'est génial, Ouais. on peut aller n'importe où, on n'a pas trop de contraintes. Bon, mis à part se garer, ça c'est autre chose. Ouais. Mais se lever tous les matins avec un nouveau paysage, Ouais, un des nouveau jardin, nouvelles- on va dire. Voilà, Ouais, ça nous a plu. ça nous a vraiment plu et on a dit, De ce jour-là, on s'est dit, voilà, un jour, on aura un camping-car, quoi. Et après, bon, on a acheté la maison, donc du coup, on a un peu oublié ça. Et puis, c'est revenu quand on a parlé de ça, quoi. Voilà. Quand Quand on s'est dit, pourquoi pas faire un tour d'Europe. De suite est venue l'idée d'acheter le camping-car. Et du coup, vous aviez fait quoi d'autre comme road trip, du coup, avant? Vous vous êtes testés, avant de partir comme ça, ou Ouais, vous parliez de l'Espagne, le Portugal? Ouais, quand on a loué la première fois, on a fait la côte basque, mais c'était en location. Et là, depuis qu'on a le camping-car, on a fait le Portugal, l'Espagne, les Pyrénées, On a fait les Pays de la Loire. Pays de la Loire, ouais, pour aller voir les châteaux. La Camargue. Voilà. Enfin, après, en France, quoi. Voilà, Ouais. Ouais, donc vous avez quand même déjà fait pas mal de petits road trips en famille. C'est pas votre première fois. Non. Et on voulait surtout pas parce que la première fois, on a eu une catastrophe. Voilà, la première quelques fois petites qu'on a galères. pris le camping-car, la douche qui fuyait, enfin, plein de petits trucs comme ça. Et on s'est dit heureusement qu'on n'est pas parti, que c'est pas notre voyage, quoi. C'est pas le grand voyage. Ouais. On le teste bien avant de partir, comme ça, le moins embêté sur la route, quoi. Voilà. Oui, ça vous permet aussi peut-être d'ajuster pas mal, au niveau technique, parce que sur votre Instagram, j'ai parcouru un petit peu et je vois que vous êtes à fond dans les petites préparations, les petites mécaniques. Ouais, on essaie de penser à tout, même si c'est pas faisable de tout penser, mais ouais, on essaye pour être au mieux, quoi, pour le voyage. Voilà, pour qu'on ait le moins de problèmes. Durant le voyage. Et là, aujourd'hui, dans toute votre préparation, votre projection, est-ce qu'il y a un sujet qui est une véritable source de stress, justement, voilà, le petit quelque chose qui vous angoisse un peu? La panne ou l'accident, enfin moi, en tout cas pour moi, la panne ou l'accident, de pas avoir la pièce et d'être obligé de rester bloqué à un endroit. Ouais. Oui, après, toi, tu es mécanicien, mais du coup, tu penses que tu es capable de réparer le camping-car s'il y a une panne, ou qu'est-ce que tu fais? Tu te formes à ça, ou? Ah non, je me forme pas.
Non, c'est pareil, je me C'est- prends pas la tête pour ça, moi. Enfin, c'est plus Steph qui a un peu peur sur ça. Mais il y a Ouais. des garages de partout. Moi, je me dis qu'il n'y a pas de souci. On n'est pas non plus dans des pays très reculés où il n'y a rien, quoi. Hein. Je pense qu'il y aura toujours une solution. Voilà une famille sûre de son choix après avoir largement testé la van life. Retrouvons maintenant Clara. Au moment de l'interview, début 2021, Clara et Romain sont en phase de préparation d'un tour d'Europe de 6 mois en van avec leur fils. Clara nous parle du van qu'ils ont acheté et des critères qui ont guidé leur choix. Émilie en profite également pour interroger Clara sur le mode de vie minimaliste qu'impose la vie en van. Vous avez déjà acheté votre van? Plusieurs questions par rapport à ça. Est-ce que vous avez déjà pu tester la van life avant ou c'est la première fois? Ouais. Alors oui, effectivement, on a acheté notre van juste après le premier déconfinement, donc au mois de mai. On était super impatients d'être déconfinés pour pouvoir justement acheter notre fourgon et en profiter pour les vacances d'été en fait. Donc on a fait effectivement une quinzaine de jours cet été en fourgon. Et ouais, ça a été sport, hein. Parce que notre fils avait 1 an seulement, il marchait pas et voilà, c'était intense, mais ça a été super et ça nous a conforté dans le fait qu'on se lançait, quoi. Effectivement, on avait quand même envie de tester la van life avant d'annoncer à nos employeurs et de signer officiellement ce courrier de congé parental pour voilà, être sûr qu'on avait envie de se lancer dans cette aventure. Donc notre fourgon, on l'a acheté en mai, comme je te disais. Il faut savoir qu'on a décidé de faire ce voyage en décembre 2019 et c'est en mars en fait, durant le confinement, on a vu un reportage en fait sur les voyages en famille. Ça a été un peu l'élément déclencheur pour nous et finalement tout s'est très rapidement décidé suite à ce reportage et un peu sur un coup de tête. Les fourgons, on n'y connaissait pas grand-chose et on a commencé à se renseigner en fait sur Internet pendant le confinement, ça nous occupait bien. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que notre budget initial était complètement à côté de la plaque. On a éliminé aussi la piste d'aménager nous-mêmes un fourgon, parce qu'il y a pas mal de gens qui font ça, parce que ça permet d'avoir un super fourgon vraiment adapté à comment toi t'aimerais qu'il soit configuré, etc. Et moins cher surtout. Mais on n'est pas assez bricoleur et puis notre fils était quand même petit, on voulait en profiter et pas être dans les travaux tous les week-ends. Voilà, c'est ça. Et puis il y a en France l'homologation VASP qui nous freinait un petit peu aussi. On ne sait pas trop comment ça va évoluer. D'acheter des fourgons qui sont aménagés directement par des personnes mais pas homologués. On ne sait pas si dans 5 ans ces fourgons ils passeront toujours les contrôles techniques ou autres. Donc voilà, ça nous a un peu freiné. On a donc préféré partir en fait sur un modèle plus récent et augmenter notre budget. C'est pour ça qu'on a pris la décision aussi rapidement, un peu sur un coup de tête, enfin même carrément sur un coup de tête de vendre notre appartement. Je suis assez impulsive, donc c'est vrai que quand j'ai une idée en tête, je fonce et finalement on a vendu l'appartement plus facilement que le temps qu'on a mis pour trouver notre fourgon, notre van, parce que pendant le confinement, je pense que les gens étaient assez frustrés et ne pouvaient plus acheter de van. Et au déconfinement, ça a été vraiment, les demandes ont explosé. On voyait des annonces sortir sur le Bon Coin et en 2 heures, il y avait déjà des gens qui bloquaient ou qui avaient prévu des rendez-vous pour aller les voir. Enfin, finalement, comme une location à Paris, quoi. C'était la folie. C'est fou, ça. Ouais. Donc, il y a pas mal de fourgons qui nous sont passés sous le nez. Donc, on était presque prêts à faire l'aller-retour en Bretagne ou l'autre bout de la France pour aller chercher un fourgon parce qu'on avait vraiment du mal à trouver le modèle qui nous convenait à côté de chez nous. Puis au début, il y avait la contrainte des 100 km. Enfin, voilà, c'était hyper frustrant. Mais on a mis en gros un gros mois et demi à le trouver. On en a visité 2 avant d'acheter le nôtre. Un vieux camping-car qui était pas loin de chez nous. C'était plus pour le fun qu'autre chose, mais on s'est vite raisonné parce qu'il avait pas mal de bornes.
Et on avait peur peut-être d'avoir des soucis d'étanchéité ou le côté sécurité avec les ceintures, etc., qui nous rassurait pas trop avec le petit bout. Donc voilà, on a mis de côté l'idée d'acheter un vieux camping-car. On s'est mis d'accord avec Romain sur un modèle plus récent. Par contre, on n'était pas d'accord sur le modèle. Romain, il voulait vraiment pouvoir se fondre dans la masse et avoir plutôt un petit véhicule. Et moi, bah voilà, en tant que nana, je préférais quand même avoir un véhicule avec des rangements, plus d'espace et un lit fixe. Je me disais que ça pouvait être pratique pour faire les siestes avec le petit et puis plus de confort, quoi. Pouvoir cuisiner, quand même avoir un espace pour ranger ses affaires, ses jeux. C'est quand même hyper important parce que là, sur 6 mois, c'est vrai que le confort, il va être déjà assez minimaliste, mais c'est quand même... Ouais. Quand c'est trop rudimentaire, ça doit être aussi compliqué, je pense, à tenir sur la longueur. Oui, ça voilà. vous fait pas peur, ça, d'ailleurs? Bah, on espère vivre quand même une grosse partie du temps dehors, finalement. Le côté minimaliste, non, ça va. Et puis, je me dis que voilà, si on a besoin d'affaires, on pourra toujours les trouver, acheter si on se rend compte qu'il nous manque des affaires. Là, finalement, on a vendu notre appartement, on a déménagé, on a fait déjà un gros tri dans nos affaires, on a divisé par 5 largement nos habits qu'on a gardés. Finalement, on y arrive, quoi. Donc non, ça nous fait pas peur. C'est plus, oui, j'espère quand même pouvoir arriver à amener des jouets pour Marceau. Et puis... Et en effet, voyager en camping-car ou en van implique un mode de vie minimaliste, puisqu'il y a peu de place. Anaïs, qui est partie avec sa famille pendant 2 mois dans les Balkans, nous raconte à quoi ressemble le quotidien dans un si petit espace. À savoir que la famille d'Anaïs est composée de 2 parents et 2 enfants de 10 et 13 ans au moment du voyage. Explique-nous comment ça se passe, parce que vous aviez un petit van. Comment ça se passe, un voyage en van comme ça, H24, tous les 4? Comment c'était l'organisation, on va dire, d'une journée type? Oui. Alors, l'organisation d'une journée type, on va dire, on consacre beaucoup de temps quand même au rangement et à l'installation, vu que c'est petit et que les lits ne sont pas fixes. Donc, le soir, on met au moins 1 heure et demie à trouver un emplacement de camping, donc grâce à l'application Park4Night. Une fois qu'on est posé, faut tout déballer. Il faut sortir les tables, la table, il faut enlever les lits, il faut placer les trucs de derrière, devant, etc. Donc, il y a un petit moment quand même d'installation et prise de lieu aussi à l'extérieur. Après, la journée, le matin, c'est pareil. Quand on se lève, c'est le sens inverse. Il faut tout ranger. Donc, pareil, 1 heure et demie de rangement. Et une fois que tout est prêt, on peut partir. Et là, il y a toujours un petit peu de route tous les jours pour ensuite aller sur un autre point de chute, de visite. Et donc, là aussi, la route fait partie quotidienne de tous les jours. Donc ça, les enfants, c'était un petit peu difficile pour eux, surtout qu'il faisait très très chaud et dans le van qu'on a, on n'avait pas de clim. Donc ça, je pense que c'est aussi un point à réfléchir avant de partir en plein été. Donc voilà comment ça se passe. Mais sinon, il faut que tout soit à sa place. Parce que dans un endroit restreint comme ça, du moment qu'il y a quelque chose qui n'est plus à sa place, on a l'impression que c'est le foutoir complet. Donc, chaque chose à sa place, même chaque personne, je dirais, à sa place, pas tous les 4 ensemble dans le van. Et question de promiscuité, c'est vraiment quand même petit. Donc, surtout qu'on a un préado qui est beaucoup plus grand que sa maman. Ça prend de la place. Donc, on s'est géré, on s'est habitué. Il a fallu au moins, je dirais, une bonne dizaine de jours pour avoir le rythme de déballer, de ranger, de trouver sa place et d'aller de plus en plus vite. Anaïs pointe ici en effet un détail qui peut avoir toute son importance. Un camping-car ou un van est forcément limité en espace. Alors il sera peut-être plus facile que chacun trouve sa place si les enfants sont petits. Même si des grands peuvent donner un coup de main pour l'installation et le rangement au moment du départ. Comme toujours, il y a des avantages et des inconvénients. Je vous propose maintenant de faire un petit focus sur la vie à bord avec des tout-petits, grâce au témoignage de Jill. Après une première expérience en camping-car avec 2 enfants, Jill et sa famille ont réitéré l'expérience après la naissance de leur 3e enfant. Pourquoi vous avez choisi le camping-car, ce mode de voyage pour... Alors, si tu veux, on avait très envie de découvrir l'Ouest américain. Il y a quelques années déjà, c'était en 2015. Et donc, Rose avait 1 an et quelques, Martin, il avait 3 ans.
Et on avait trop envie d'aller aux États-Unis. On avait fait New York déjà, mais en amoureux. Et là, on avait envie d'aller avec eux à la conquête du Grand Ouest, quoi. Et si tu veux, on est parti avec l'idée de louer un camping-car là-bas. Donc, on a fait notre première expérience en camping-car et on a adoré parce qu'en fait, tout était simple, quoi. Et même si la logistique peut paraître un peu lourde au départ quand on ne connaît pas du tout, en fait, tout coulait de source. On pouvait cuisiner, ils pouvaient dormir quand ils voulaient. Quand on était en visite, si la petite a été fatiguée, elle pouvait dormir. Enfin, c'était super, en fait. On a adoré. Et nous, ce qui nous plaît le plus dans ce mode de voyage, c'est la proximité avec la nature. Et on avait dormir dans les grands parcs de l'Ouest américain. Voilà, on était dans le parc de Grand Canyon, tout ça. On dormait avec notre camping-car. On avait les élans sur l'emplacement et ça nous a complètement conquis, en fait, pour le futur. On a vraiment aimé cette liberté et cette proximité avec la nature. Donc, c'est venu de là, en fait. Tout est adapté. En plus, là-bas, pour avoir lu pas mal de choses, c'est très facile de voyager en camping-car dans cette partie des États-Unis. Oui, c'est super facile et ils ont vraiment l'habitude là-bas d'accueillir les camping-cars. Donc, voilà, tu fais très facilement le plein d'eau, le plein de gaz. Tu vides aussi les eaux usées très facilement. C'est le top, en fait, hein. Et puis, il y a toujours des endroits aménagés et tu es toujours le bienvenu. Donc, c'est très facile et c'est vrai que c'était une super première expérience. Alors, comment on fait pour vivre au quotidien à 5 dans un camping-car quand on part en voyage comme ça? C'est quoi l'organisation avec un bébé surtout? Alors, en fait, c'est hyper facile, je trouve, parce que chacun a vraiment son espace. Les enfants, ils ont des lits superposés. Donc, Martin, il a le lit en bas. Il dort en bas parce que sa sœur veut dormir en haut. Il a été d'accord. À la maison, c'est l'inverse. Alors, il était d'accord. Donc, Martin, il dort en bas. Il a son petit espace. Il a ses petits jouets. Clem, il va lui faire un petit armoire avec toutes ses affaires. Rose, elle dort en haut et c'est pareil. Du coup, ils ont tous les deux leurs petites fenêtres. Vraiment, ils sont bien. Et nous, on dort dans un grand lit de 1,60 m x 2 mètres. Donc, par rapport au 4x4, ça nous change. C'est presque le luxe. Et j'ai mis un matelas tout neuf, tout confortable. Donc, en fait, on est super bien. Et Raphaël dormait dans sa petite nacelle, tu sais, de la poussette. Mais bon, maintenant, il a grandi. Et maintenant, ça, c'est plus possible. Donc, il faut que je commande un lit parapluie un peu compact pour pouvoir le poser sur la banquette le soir. Et nous, voilà, donc du coup, on est à côté de lui. En fait, ça serait la Vinette, en fait, elle est pas loin de notre lit à nous. Et voilà. Donc, voilà comment ça s'organise. Donc, pour dormir, c'est hyper facile. Et après, on a vraiment beaucoup d'espace, on trouve. Donc, ça s'organise. Parce qu'il a quand même pas mal de rangements. Enfin, quand on voit les photos, il y a quand même pas mal de rangements au-dessus. Parce que nous, on avait loué aussi un camping-car en Sardaigne. Il y a des choses, je vois, c'est la même configuration. Les placards qui sont au-dessus de la table à manger, par exemple, c'était quasi la même config. Effectivement, ça fait quand même. Parce que, en plus, là, vous partez sur des petits séjours, donc vous n'emmenez pas finalement énormément de choses. Oui, mais on a 2 gros chiens, par contre. Ah oui, c'est vrai. Et eux, ils prennent de la place quand même. Mais tu vois, pour te dire, moi, je peux partir de la maison et avoir une semaine de course dans le camping-car sans problème. Tu vois. Et après, en vêtements, que tu partes au long cours ou une semaine ou 2 semaines, au final, tu remportes pas beaucoup plus quand tu pars longtemps. Peut-être des choses un peu techniques pour l'hiver ou pour l'été, mais ça, tu vas dans tous les cas le mettre au fond d'une soute pour quand on a besoin. Tu vas pas t'en servir au quotidien. Donc, sincèrement, pour partir au long cours, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de la place, en fait. Hein. Par rapport à ce que nous, on a pu avoir dans notre 4x4, il y a vraiment de la place. Comme quoi, finalement, il y a de la place dans un camping-car. Même si, quand on grandit, on aime bien avoir son espace à soi. Je vous laisse écouter les quelques mots de Nina à ce sujet. Nina est partie en voyage avec ses parents et son frère pendant 1 an et demi. Et une grande partie de ce voyage s'est faite en camping-car. Nous l'avions interviewée l'été dernier, au retour de ce grand voyage.
Et le camping-car, c'était la première fois que tu t'en faisais ou vous en aviez déjà fait avant? En fait, juste avant le tour du monde, on avait fait à peine un week-end, mais sinon, non, c'était la première fois. Ah oui, donc c'était tout nouveau alors. Oui, c'était vraiment nouveau et ça faisait bizarre d'avoir une toute petite maison et tout, où on était un peu serrés. Est-ce qu'il y a quelque chose de ta maison qui te manquait justement? Parce que se retrouver à partager un tout petit espace comme ça, j'imagine que tu n'avais pas pris beaucoup de jouets ou de livres ou... On avait assez de jouets, ça va. Au début, il n'y avait pas beaucoup de choses qui me manquaient comme pièces. Bon, après, c'est juste l'espace, ton intimité, pas partager la même pièce avec toute ta famille. Vous l'avez compris, gérer la proximité et que chacun puisse avoir son espace et la possibilité d'être tranquille lorsqu'il le souhaite est un vrai sujet lorsqu'on voyage au long cours en camping-car. Voici la petite astuce d'Émilie pour que tout se passe bien. Émilie et sa famille ont voyagé pendant 7 mois dans un camping-car, du Canada au Panama. Ils étaient 5. Vivre à 5 dans un camping-car, tu as quand même une sacrée proximité pendant 7 mois. Comment vous avez réussi à gérer pour que chaque enfant puisse avoir son intimité, vous en tant que parent, toi en tant que maman? Est-ce qu'il y avait des choses... comment vous avez géré au quotidien cette promiscuité On l'a bien géré et parce que personne n'avait d'espace en fait à lui. Parce que déjà, comme on a 3 enfants, on ne voulait pas défaire la table tous les jours. Du coup, on avait 2 enfants qui dormaient derrière. On avait fait exprès de prendre un camping-car avec des longs lits. Et du coup, ils dormaient tête bêche et un autre était seul. Voilà. Et quand il y en avait un qui avait besoin vraiment d'être seul, on inversait des fois. Et voilà, mais après, c'est tout. Les devoirs, c'était tout le monde en même temps. Mais après, il faut dire que le camping-car est petit, mais on essayait toujours quand même, du moins là où on restait, d'avoir dehors un espace où les enfants pouvaient aller. Donc après. Alors évidemment, jusque-là, on a pas mal parlé du camping-car en tant que maison. Mais le camping-car est également un véhicule. Comment ça se passe sur la route ? Je vous propose d'écouter le témoignage de Karine à ce sujet. Karine et son mari sont des camping-caristes aguerris. Ils ont notamment voyagé 11 mois en Amérique du Nord avec leurs 2 garçons. Le voyage en camping-car, une fois qu'on y a goûté, il y a forcément des inconvénients. Quand est-ce qu'on arrive? Ça fait trop longtemps qu'on roule. Oui. Classique, quoi. Voilà. Oui, Dans le camping-car, c'est vrai que les enfants à l'arrière, ils sont bien, ils sont confortables sur les banquettes, tout ça, mais bon, il y en a un qui est face route, l'autre qui est dos route, donc il faut qu'ils puissent supporter de circuler dos à la route. Après, certains peuvent avoir un peu l'effet mal de mer, quoi, à l'arrière. Donc, c'est moins simple de circuler avec des enfants à l'arrière du camping-car parfois que dans une voiture confortable. Voilà. Pourtant, on ne s'imagine pas, on se dit qu'on a tous, on a tout sous la main pour les occuper, etc. Mais il y a quand même d'autres contraintes quand même à prendre en compte. On a tout sous la main pour les occuper. Il faut quand même penser que quand on roule, c'est dangereux d'avoir plein d'objets qui sont sur les tables, quoi. On peut pas, tout est rangé dans les placards quand on roule. Voilà, en cas de coup de frein, c'est... Oui, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Donc c'est pareil, s'ils ont oublié un bouquin, un cahier de coloriage, ou je sais pas, on va pas se lever non plus 10 fois dans le camping-car, parce que il n'est pas recommandé de se lever et de marcher dans le camping-car pendant qu'on roule, quoi, clairement. Ouais. J'aime beaucoup ce passage de l'interview de Karine, parce que je me revois me lever pendant les trajets pour aller chercher ceci ou cela à l'arrière du camping-car. Du point de vue des enfants, rouler en camping-car, c'est comme rouler en voiture. Et vous n'échapperez pas à la sempiternelle question « Quand est-ce qu'on arrive ?» Mais d'ailleurs, où est-ce qu'on arrive ? Parce qu'une fois qu'on a bien roulé, chaque soir se pose la question d'où s'arrêter pour passer la nuit. Nous retrouvons Émilie pour ce sujet. Globalement, comment vous faisiez pour choisir vos bivouacs ? On avait des applications sur les téléphones. Il y a Maps.me et je ne sais plus si ça s'appelle Yoverlander ou Yoverland, je ne sais plus. Mais ça, c'est génial par contre, parce que c'est des applications qui sont faites par d'autres voyageurs. Et donc, au fur et à mesure, par exemple, nous, quand on faisait des bivouacs et qui n'étaient pas inscrits dessus, on les rajoutait. Et dessus, du coup, tu peux mettre s'il y a l'eau, par exemple, ou tu vois, si tu as l'électricité, les commodités d'à côté.
tout ça. Donc, c'est vraiment une application qui est faite par des voyageurs pour les voyageurs. Et du coup, ça t'indique vraiment, et avec Maps.me, tu peux les mettre en lien, les deux applications. Et du coup, Maps.me t'emmène jusqu'à ton bivouac. D'accord. Donc, c'était assez, parce que pour les États-Unis, on avait le GPS qu'on avait en France, on avait téléchargé les cartes, mais arrivé au Mexique, ça n'existe plus. Donc, du coup, on avait fait avec Maps.me. Donc, voilà. D'accord. Ouais, donc globalement, c'était assez simple. C'était pas une prise. Ah non, c'est pas simple. Et au Mexique, on peut bien dormir dans les stations essence aussi. Parce que c'est pas autorisé partout? C'est-à-dire qu'il faut de la place. Et au Mexique, ça s'appelle les Pemex. Et ce sont des stations essence qui ont des parkings énormes. Et en fait, on dort avec les camions. Et voilà, mais c'est sécure, quoi. Je veux dire, nous, au début, on a eu peur parce qu'on arrive des États-Unis, on arrive au Mexique et on nous dit, vu qu'il n'y a pas des campings partout, là, vous dormez sur les stations essence. C'est un peu. Voilà. Ça fait un peu Et peur. finalement, après, c'est ce qu'on faisait. Et vraiment nickel, quoi. Donc voilà. Une autre application est très souvent recommandée par les voyageurs en camping-car. Il s'agit de Park4Night. Selon les pays, vous allez bien sûr avoir des spots comme on en rêve tous, seuls les pieds dans l'eau avec un paysage sublime dès le réveil. Mais dans d'autres endroits, la préoccupation sera peut-être simplement de trouver un endroit sûr où se poser, où vous ne dérangerez pas et ne serez pas dérangé. Station essence au Mexique ou parking de supermarché par exemple. C'est moins glamour, mais ça rend bien service aussi. Pour terminer ce tour d'horizon sur les voyages en camping-car, je vous propose une petite compilation des conseils que nos parents voyageurs donnent aux parents qui voudraient se lancer dans l'aventure. On commence avec Jonathan et Stéphanie. Alors, quels conseils vous pourriez donner aux parents qui ont envie de se lancer dans l'aventure comme vous, mais qui n'osent pas, parce que c'est pas le bon moment, parce que si, parce que ça. Qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui à ces parents? Tout simplement qu'il faut foncer, il ne faut pas se poser trop de questions. Parce que si on se pose trop de questions, on ne fait pas, ou on reporte, ou on ne fait jamais, quoi. Et ne peut-être pas trop écouter l'entourage, parce que beaucoup nous ont dit mais vous êtes fous, ou alors, mais avec les enfants, vous partez, mais ça va pas être des vacances. Ou alors, et le travail, vous allez faire comment quand vous allez revenir? Vous n'avez pas peur de perdre le travail? Plein de trucs comme ça. Non, faut pas écouter l'entourage, faut m'enfoncer. Après, c'est sûr qu'on ne vous dit pas que c'est pas angoissant de sauter le pas. Hein, voilà. Sortir de sa zone de confort, tout ça, ça angoisse, hein, mais on se dit que si on le fait pas maintenant, on le fera jamais en fait. Et puis c'est une aventure extraordinaire pour nos enfants. Si nous on saute pas le pas, on va les priver de quelque chose. Alors qu'on peut le faire, quoi. On sait qu'on peut le faire. Et du coup, voilà, on le fait surtout pour eux. On le fait pour nous, mais on le fait surtout pour eux, pour les enrichir, quoi, surtout. Je pense que ce serait une belle expérience pour eux. Ouais, voilà. Après, on nous conseille pour la fin, c'est vivez vos rêves. Voilà. Et surtout, allez-y, quoi. Enfin, n'ayez pas peur, lancez-vous. Émilie a également un petit message pour vous. De toute façon, je pense qu'une fois que l'idée se met dans le crâne, elle revient toujours. Je veux dire, après, nous, je sais que pendant plusieurs années, toutes les années avant où on voulait le faire, on faisait des tableaux, les pour et les contre. Et c'est sûr qu'il y a toujours des contre. Il va toujours y avoir, ouais, mais ça, c'est pas la bonne année parce qu'à l'école, il y a ça, c'est pas la bonne année parce qu'il y a ça. Il y aura toujours quelque chose qui fera que ce sera pas la bonne année. Donc, la fois où on est parti là, bizarrement, c'est la fois où on n'a rien préparé. La maison, c'était pas prévu qu'elle parte. On n'a pas fait de tableau pour et contre. Ouais, c'est comme si cette fois-là, c'était, voilà, vous avez rien préparé, c'est la bonne. Alors, je sais que quand on commence un projet comme ça, vu que c'est très très long pour arriver jusqu'au départ, on est obligé de faire 50 000 itinéraires, de faire 50 000 listes pour se dire c'est concret, c'est vrai, ça va arriver. Mais il ne faut pas avoir peur des contres parce que finalement, une fois que vous partez en voyage, les contres, ils n'existent plus. Donc, même les enfants, nous, on a eu Mégane, nous, ça vraiment, mais vraiment, hein, ça a été très dur on peut dire le mot arraché parce que la maison, ne serait-ce que la maison, et pourtant c'était qu'une maison, je veux dire, elle avait énormément de mal à la quitter. Sa famille et ses amis, ça a été très très dur. Et maintenant, si là, elle venait, elle vous dirait, je repars demain.
Donc voilà, faut pas. Si vous sentez que c'est bon pour vos enfants, il ne faut pas hésiter et voilà, ils s'adaptent. Même plus vite que nous et beaucoup mieux. C'est vrai que nos enfants sont étonnants et épatants par leur facilité, leur capacité à s'adapter à la vie qu'on leur propose. Je passe la parole à Jill pour conclure cet épisode. Quel conseil tu donnerais aux parents qui ont envie de se lancer dans le voyage en camping-car? C'est quoi? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Je pense que c'est quand même un investissement important et que ce n'est pas pour tout le monde. Il faut savoir aussi, je pense, se supporter dans le couple vraiment en grande proximité au final. Et nous, on avait cette habitude-là parce qu'on bossait ensemble déjà depuis 5 ans avant d'avoir passé le cap. Donc, je dirais que le mieux, pour être sûr que c'est quelque chose qui nous convienne, c'est de louer. Nous, c'est comme ça qu'en fait, on a fait notre première expérience. Et je t'avoue que, voilà, on a adoré en fait. C'était vraiment quelque chose qui était génial pour nous et pour notre famille. Donc, je pense que la location permet quand même de faire le test. Et tant qu'à le faire dans un endroit sympa comme l'Ouest américain, c'est encore mieux. Mais une fois qu'on a testé, qu'on sait si ça convient à notre famille, je pense qu'à ce moment-là, il faut regarder quel modèle on veut et bien comparer parce que le marché est extrêmement vaste. Je n'ai toujours pas compris les prix. Tu peux avoir un modèle à 20 000 € et la même année tout ce qu'à 25 000 €. Donc, j'ai toujours pas trop compris certains prix, mais je pense qu'il faut bien prendre le temps d'acheter, pas acheter à la hâte, bien faire comparer le marché, tout ça, se faire aider à la limite par des gens qui s'y connaissent un peu. Et puis après, se lancer, quoi, parce que je dirais que la seule chose qui différencie vraiment un projet d'un rêve, c'est de mettre une date dessus et de se dire, allez, on le fait, quoi, en fait, tout simplement. Après, au pire des cas, si vous vous trompez, vous pouvez toujours le revendre. Donc, ce n'est pas non plus catastrophique. Voilà. Mais je pense que la location est une super façon de faire un premier pas vers un projet. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour clôturer ce podcast? Je pense qu'une fois qu'on a passé le cap, en fait, on vit des choses vraiment très, très belles et qu'on n'aurait pas vécu dans une vie normale. Ça permet quand même aussi d'avoir un camping-car, ne serait-ce que juste pour les vacances, même pas pour partir longtemps. Ce qui est très agréable, c'est qu'on peut partir quand on veut. En fait, on peut être en vacances un peu tout le temps, même le temps d'un week-end. Et donc, du coup, je dirais que voilà, il faut pas avoir peur d'investir pour après avoir plus de liberté. Et c'est vraiment très agréable de partir en famille, d'avoir cette liberté en fait, garée dans son jardin et de se dire bon ben voilà, je peux me faire une petite parenthèse quand je veux. Et voilà pour ce hors-série spécial camping-car. Tous les témoignages sont extraits d'anciens épisodes, donc si vous voulez en savoir plus sur les voyages que ces familles ont réalisés ou s'apprêtent à faire, n'hésitez pas à écouter les épisodes originaux, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Personnellement, j'ai déjà un peu attrapé ce virus du voyage en camping-car et en van. Vous l'avez entendu, il y a des avantages et des inconvénients à ce mode de voyage. Si vous hésitez à vous lancer, je vous suggère, comme Jill, de tester la location sur une période de vacances, et vous verrez bien. Je vous souhaite à tous de très belles vacances cet été. Et bien sûr, même en été, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. Merci beaucoup et à bientôt!